Les grandes gueules sur Radio Espace. Une trêve sociale, voici ce que demande le président Alpha Condé aux partenaires sociaux. C'était hier dans une adresse à la nation. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, et qui, pour justifier cette demande, a mis en avant un contexte économique qui ne permet pas, a-t-il soutenu en tout cas à son gouvernement, de faire face à toutes les réclamations portées par les syndicats. En direct chez les grandes gueules, camarade Souma, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bien, merci de répondre aux questions des grandes gueules. Monsieur Aboubakar Souba, vous avez suivi, comme d'autres Guinéens, cette adresse du chef de l'État hier à la nation. Le chef de l'État qui demande à vous, partenaires sociaux, une trêve sociale. Comment et de quelle oreille vous avez entendu ce discours? Bien, je vous remercie les grandes gueules pour m'avoir donné, n'est-ce pas, cette occasion de répondre, de réagir par rapport à ce discours du chef de l'État. Nous l'avons reçu hier en groupe avec certains des membres du bureau exécutif national du SLEC. Nous avons attentivement écouté le discours du président de la République qui nous demande une trêve sociale. Mais écoutez, la trêve sociale ne se demande pas en pleine crise. Nous avons nos revendications qui perdurent depuis très longtemps. Nous avons le paiement de 30% de la valeur monétaire du point d'indice, n'est-ce pas, avec effet rétroactif. Cette revendication est un droit parce qu'il nous a été confisqué, n'est-ce pas, par le gouvernement. Nous avons commencé à percevoir ces 40%-là depuis... Ouais. Mais c'est déjà un acquis, hein, les 40%, M. Souma, sans vous brûler la porte. Les 40%-là, ça, c'est un acquis. Voilà. Il l'a dit, le président, mais... Ça ne se négocie pas. Voilà. Deuxièmement, nous avons la fixation d'un salaire à 8 millions de francs. Donc, c'est lorsqu'on aura trouvé la solution à ces deux problèmes-là que nous pourrons, n'est-ce pas, envisager n'est-ce pas, de l'accord, n'est-ce pas, d'une trêve. Bien. Avant cela, nous ne pouvons pas. Il faudrait que l'État, n'est-ce pas, satisfasse d'abord ces revendications-là avant de demander la trêve. La trêve sociale, nous avons tellement accordé de trêve, n'est-ce pas, à ce gouvernement-là, depuis l'accession de la Troisième République. 4 ans, depuis 2010 jusqu'en 2014, nous n'avons pas revendiqué que c'était la trêve. Premièrement, on nous a dit il faut arrêter parce qu'il faut obtenir le PPTE. Nous avons obtenu le PPTE. Ensuite, Ebola est venu, on a 4 ans durant, on a accordé, n'est-ce pas, la trêve. Mais nous serons, n'est-ce pas, nous résigner tout le temps. Bien, alors, mais c'est déjà un acquis, hein. Je pense que ça c'est important à souligner. Allez-y, Mafoulia. Alors les négociations se poursuivent et on a l'impression que les lignes ne bougent pas. Est-ce que vous nous confirmez l'information comme quoi, si jusqu'à vendredi rien n'est fait, vous allez vous retirer? Ah oui, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas tout le temps être au palais du peuple. Lorsque nous sommes là, n'est-ce pas, lorsque la commission de négociation est là, la partie gouvernementale se retire et va, n'est-ce pas, à la présidence, et jusqu'au tard la nuit, et ils ne reviennent pas. Bien. Chaque jour, oui, mais moi je voulais aussi vous confronter à la réalité du terrain, à la réalité du moment. Le chef de l'État a mis en avant un contexte économique pas du tout facile. Il a dit que tout est urgence et priorité dans notre pays aujourd'hui. Il comprend bien vos revendications, il les entend, mais au même moment, il dit donc qu'il y a des impératifs, il y a des contraintes. Est-ce que, à un moment donné, M. Aboubakar Souba, est-ce que vous dites, oui, cette fois-ci, on a poussé les bouchons jusqu'à ce niveau, on se rend compte qu'il y a des difficultés, on se doit d'être républicain, d'être patriote, et à un moment donné, on est amené donc à lever cette suspension et à observer cette trêve sociale. Est-ce que ça vous arrive de penser ainsi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Comment peut-on accorder, n'est-ce pas, la trêve à un gouvernement dont les membres sont en train de mener une vie ostentatoire? Et lorsque la gouvernance, n'est-ce pas, est caractérisée par la gabegie et la corruption, n'est-ce pas, sans aucune mesure de répression. Nous enseignants, nous saurons être des éternels perdants, des éternels résignés. Où vont les recettes, n'est-ce pas, de nos ressources minières? D'accord. L'or, la bauxite, le diamant. Alors, Monsieur Souma, c'est vrai, tout ce que vous êtes en train de dire est un fait. On sait qu'il y a de la corruption dans notre pays, il y a beaucoup de déperdition de nos fonds, c'est un fait et nous le combattons au jour le jour. Mais est-ce que vous pensez que, parce que vous parlez quand même de 600 milliards par an, 600 milliards
ce n'est pas 100 francs. 600 milliards, ce n'est pas 50 francs. Donc, vous comprenez sincèrement qu'il s'agit d'un grand effort. Et ce n'est pas un effort qui va être fait seulement pour cette année. C'est un effort qui doit être continu. Après les enseignants, il y aura le personnel de santé. Et ça, c'est d'ailleurs en vue désormais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, il faut privilégier la situation sociale et aussi celle de nos enfants qui ne vont pas à l'école depuis plus de 3 semaines maintenant? Nous courons une année blanche, M. Souma. Est-ce que tout ça ne peut pas vous interpeller pour concéder un peu à l'État une certaine période qui lui permettrait de mieux s'y préparer? Exactement. Tous les jours, ils sortent, n'est-ce pas, avec des montants colossaux. Il ne faut pas se comparer à nous et enseignants. Nous qui sommes en train de tirer le diable par la queue. Nous ne saurons accepter, en tout cas, les conditions de trêve qui sont posées par le président de la République si nos revendications là, qui sont posées là ne sont pas satisfaites. Bien. Abakar Souma, en direct. Allez-y. Alors, on a envie un peu de comprendre. Vous avez quand même fait quelques jours de négociations avec le pôle de négociateurs mis en place par le président. Il en a été question de quoi? Vous avez parlé de quoi concrètement? Et sur la question des salaires, est-ce qu'il y a un chiffre qui est sorti autour duquel vous vous tiraillez? Aucun chiffre. Le gouvernement nous a dit qu'ils ont pu payer les 10%. Et qu'il faut attendre, n'est-ce pas, la loi rectificative des finances, n'est-ce pas, au mois de juin. Mais nous ne pouvons pas attendre jusqu'au mois de juin. À des situations exceptionnelles, il y a des mesures exceptionnelles. L'Assemblée, n'est-ce pas, peut convoquer une session extraordinaire pour voter une loi afin de satisfaire à nos revendications. Mais alors, si l'Assemblée croise les bras, les institutions croisent les bras, le gouvernement croise les bras, et tout le monde, n'est-ce pas, nous regarde, sans prendre des dispositions, alors, c'est à nous, enseignants, qui allons baisser les bras. Mais Monsieur Souma, c'est quand même, personnellement, je trouve ce que vous dites incroyable. L'action de l'État n'est pas désordonnée. Comme je vous l'ai dit, on sait tous qu'il y a des déperditions, mais ce n'est pas en demandant 600 milliards de cette manière que ça va changer la donne. L'État n'agit pas de façon désordonnée. S'il doit prendre en compte les 600 milliards que vous réclamez, il faudra à un certain moment que ce soit intégré dans la loi de finances rectificative. On ne peut pas vous proposer mieux, M. Souma. Il faut quand même de la volonté face à cette situation. À 1030 pour les anciens et la santé, à 977 pour les autres corporations, n'est-ce pas, toutes fonctions confondues, cela représente 51 milliards par mois. 51 milliards pour l'ensemble des travailleurs de l'éducation et non l'éducation seulement. Nous avons demandé à ce que l'éducation seulement soit payée. Et les 40% soient payés à l'éducation. Et que les 8 millions là, n'est-ce pas, soient payés, soient considérés comme salaire de base pour les anciens. Oui, mais le rôle du gouvernement, le rôle du pouvoir ou de l'État, c'est aussi de prévenir d'autres mouvements de grève qui pourraient se déclencher en la suite si vos satisfactions étaient tout d'un coup prises en compte comme ça. Et n'oubliez pas aussi le facteur inflation. Est-ce que vous payez tout ce montant que vous réclamez avant le mois de juin? Est-ce que vous pensez au contexte de l'inflation? C'est vrai, M. Souma. On vous comprend très bien. On vous comprend. On sait que nous sommes dans une période difficile. On sait que notre pays est un pays éminemment corrompu, etc. Avec beaucoup de détournements de deniers publics, etc. Mais les enfants ne vont pas à l'école. C'est aussi ça l'essentiel dans tout le combat. Qui est, n'est-ce pas, qui est à la fin de carrière, n'est-ce pas, qui a 3 millions. Vous ne pouvez pas dire que ces 3 millions-là, n'est-ce pas, suffisent pour couvrir, n'est-ce pas, la dépense mensuelle d'un enseignant. On ne peut plus continuer dans cette précarité. Mais tout le temps, on nous demande, il faut attendre, il faut vous résigner, mais nous serons des éternels perdants. Et c'est maintenant ou jamais qu'on pense, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Bien. Aboubacar Souma, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Aboubacar Souma, camarade, est-ce que vous avez suivi le président de la République hier? Est-ce que vous avez senti... On l'a suivi bien. Vous l'avez suivi? Est-ce que vous avez senti une différence entre le président qu'on connaissait avant et celui qui est apparu devant le petit écran hier? Est-ce que vous avez senti que, j'ai envie d'utiliser cette expression, qu'on ne peut pas tirer sur une ambulance? Est-ce que vous l'avez senti hier? Parce que ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que les
enseignants syndicalistes ont le droit de demander une revalorisation de leur salaire, de meilleures conditions d'enseignement et tout. Ça, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît parce que l'enseignant guinéen souffre, l'enseignant guinéen est laissé pour compte et cela date d'il y a plusieurs années. On l'a dit. Et d'ailleurs, la presse guinéenne a pris des coups parce que tout simplement, elle aurait pris position selon le palais sécotoria pour défendre les enseignants. Parce que moi, je pense qu'on n'a pas défendu les enseignants, on a défendu la vérité. Mais à ce jour, moi, je pense qu'il y a péril en demeure. Il y a péril en demeure parce que face à nous, nous avons un gouvernement qui n'est pas capable de trouver une réponse à cette crise. Je vous le dis clairement. Moi, c'est la vérité là qu'on ne peut pas avoir le courage de vous dire. Ils n'ont pas la solution à vos problèmes. Ils n'ont pas la réponse. Ils ne peuvent pas trouver une réponse. Parce que tous ces jours de négociation, ils sortent du palais, ils fument quelques mèches de cigarettes. Ils vont au palais sécuritaire, ils vont rencontrer le chef. Le chef se gratte la tête. Ils reviennent. Mais ils n'ont plus de cartes à mettre sur la table. Il n'y a plus de cartes. Alors, face à tout cela, on s'est dit quoi? Est-ce qu'on y va dans le bras de fer qui va perdurer? Toute la nation reste bloquée, on est dans l'impasse et tous les businessmen de la crise sont à côté, prêts à enflammer le pays, on va tous périr. Moi, c'est aujourd'hui la crainte que j'ai. Est-ce qu'il faudrait que nous périssions tous pour qu'on comprenne qu'on doit mettre le pays en avant si le gouvernant n'est pas capable de répondre aux desiderata de certaines corporations? Vous avez raison de demander tout cela, mais en face à vous, il n'y a pas de réponse. Ils ne peuvent pas le faire. Soit parce que le leadership manque, ou bien, sincèrement, la volonté n'y est pas. Mais en quelque sorte, j'aimerais qu'on prenne la Guinée en compte. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le sauver. Je parle de vous, mais en même temps, je parle du SLEG. Tous ces enseignants qui ont serré le ventre depuis des mois dans les villages, dans les contrées, qui souffrent le martyre, je pense qu'ils peuvent entendre raison. C'est à nous de sauver ce pays parce que ceux qui sont en face de nous ne pourront pas le faire. Camarades, il faudrait retenir ce message. Les grandes gueules. Ouais, moi, je voulais en terminer en vous posant cette question, M. Aboubakar Souma. Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Parce que pour qui parle des négociations, parle quand même de partis qui se mettent en face, qui viennent chacune avec quelques volontés quand même de concession. De votre part, de la part du SLEG, vous venez à ces négociations, cela fait quelques jours que vous négociez avec la partie gouvernementale. Qu'est-ce que vous êtes prêt à concéder? Sur quel point vous êtes prêt à faire des concessions, M. Aboubakar Souma? Nous sommes prêts à faire des concessions sur les 8 millions. Là, nous sommes prêts, à table, on discutera et on arrêtera un montant qu'on pourrait, n'est-ce pas, fixer comme faire de base pour les enseignants. Mais pour ce qui concerne les 40%, c'est non négociable parce que c'était notre droit qui nous a été indûment arraché. Ça ne se discute pas. Je crois que le français... la sémantique est claire. Alors, monsieur Souma, monsieur Souma, imaginons que dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, que les parents des enfants qui ne vont pas à l'école, que eux aussi sentent la douleur de ne plus voir leur enfant aller à l'école et qui se mettent en action. Alors, parlera-t-on désormais de négociation ou parlera-t-on de gestion tous d'une crise globale qui va impliquer toute la nation? La paix n'a pas de prix. Pour éviter ça, il faut résoudre le problème des enseignants. Bien. Nous ne voulons plus et nous ne pouvons plus continuer dans l'état dans lequel nous fonctionnons. Bien. Voilà, camarades. En tout cas, bon courage et surtout, la Guinée vous regarde, la Guinée regarde tout le monde. Camarades, salut. Salut, camarades. Les grandes gueules sur Espace TV. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, nous allons continuer l'émission évidemment en direct, mon cher Titi. Nous avons donc Monsieur Tibou Camara. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour Lamine. Merci de répondre aux questions des grandes gueules, Monsieur le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État. On a suivi sa sortie hier devant la nation. Il demande une trêve sociale aux partenaires et aux partenaires sociaux. Il a selon plusieurs observateurs, pas proposé de solution immédiate de sortie de crise par rapport à la grève qui secoue le secteur de l'éducation. Vous qui êtes auprès du chef de l'État qui collabore avec lui tous les jours, qu'est-ce qu'on peut comprendre entre les lignes au travers de ces discours? Je voudrais d'abord dire que à travers ce discours, on comprend parfaitement que le chef d'État a pris une mesure exacte de la situation, notamment sociale, dans notre pays,
la mesure également de ce que les Guinéens peuvent attendre de lui dans ces circonstances graves et particulières de notre histoire, et surtout laisse entrevoir ce sursaut national qu'il a sollicité, mais également une réaction face à cet espoir que les Guinéens attendent de l'action publique et des décisions qu'ils pourraient être amenés à prendre. Je voudrais que chacun comprenne le contexte dans lequel il est intervenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations dans le pays, il y a beaucoup de doutes par rapport à la situation sociale et aux crises successives et récurrentes que nous avons connues ces derniers mois. Il était donc important de connaître le sentiment du président à propos de cette brûlante actualité et également de traduire sa position sur ces questions d'intérêt national. Vous avez parlé de trêve sociale, mais avant cela, le président a fait quand même un constat critique de la situation nationale et laisse entrevoir des décisions qu'il prendra pour justement faire en sorte que la confiance soit renforcée dans les institutions et en particulier dans le gouvernement et lui-même, et aussi que les Guinéens ne perdent pas l'espoir. C'est ce qui est le plus important. Donc moi je pense que c'est un discours de circonstance qui correspond à une attente dans le pays face à des interrogations légitimes que chacun d'entre nous est en droit de se poser face à la dégradation de la situation sociale. Bien. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez forcément suivi Aboubacar Souma. Il a dit ce qu'il en pensait, il l'a redit sur nos antennes. Ils ne reculeront pas sur le point des 40%. Vous l'avez bien compris. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce qui va être fait? Quelle sera la suite? Est-ce que l'État, par exemple, vous qui négociez pour le compte du gouvernement, est-ce que l'État serait prêt ou même capable de consentir ne serait-ce qu'un minimum d'efforts pour contenter ou faire attendre, faire patienter donc les syndicalistes pour nous permettre de reprendre le chemin de l'école? D'abord, j'ai entendu M. Aboubacar Souma. Je pense qu'il n'a pas rejeté l'idée d'une trêve sociale. Il a seulement réitéré les revendications qui sont leurs et qui constituent, aussi bien pour eux qui en ont fait la demande, que pour nous-mêmes, des préoccupations légitimes. Je pense également que la discussion que nous avons amorcée depuis quelques jours a contribué, si ce n'est pas de trouver des solutions, à quand même créer les conditions du dialogue, de la confiance, parce que souvenez-vous de là où nous venons par rapport au mouvement qu'ils ont déclenché, pour ne pas voir là où on doit aller, mais là où on en est. Déjà que le chef de l'État est en personne reçu Aboubacar Souma et ses camarades pour les écouter sur leur desiderata, pour moi est un acte de bonne volonté déjà et une ouverture vers une solution. Ensuite, Aboubacar Souma lui-même a été rétabli dans ses droits, alors que cela ne paraît pas une avancée, il est vrai, suffisante pour mettre fin à la grève, mais ne l'oublions pas, ce point était inscrit dans les 2 points qui étaient jugés non négociables dans la plateforme qui nous a été présentée. Donc, quoi qu'on puisse en dire, c'est un des points, des 2 points de revendication qui aura été satisfait. Ensuite, au moment où l'augmentation a été consentie, ceux qui étaient en fonction, mais qui entre-temps ont été à la retraite, pourront également bénéficier de la mesure qui a été prise en faveur des 40%. Je voudrais à ce niveau préciser, parce que l'opinion a besoin d'être éclairée, qu'il ne s'agit pas de 40% qui ont été revendiqués et que l'État refuse d'octroyer. Ces 40% sont déjà acquis dans des accords antérieurs dans lesquels d'ailleurs le SLEG ne se reconnaît pas parce que n'ayant pas participé aux discussions et donc ne se sentant pas lié par l'accord issu de ces discussions. Donc ces 40% sont déjà acquis et 10% de ces 40% ont été payés à la fin du mois de février. La nouveauté, c'est qu'il y aura un rappel pour ceux qui ne sont pas encore en fonction, mais qui l'étaient au moment où l'augmentation a eu lieu. Donc il y a une volonté ferme et implacable du gouvernement de payer les 30%. Là où il y a pour le moment, j'allais dire, des divergences, c'est par rapport au moment de payer le montant. L'État
compte tenu de ces difficultés de trésorerie, a proposé un échelonnement pour payer le montant. Les syndicats ont demandé que le montant soit payé ici et maintenant. C'est pour cela d'ailleurs que le chef de l'État a indiqué que c'est vrai, c'est une revendication légitime, c'est une aspiration à laquelle il faudra faire face, mais c'est à quel moment on pourra le faire. C'est là où il y a pour le moment des discussions qui ne permettent pas de parvenir à un accord. Il faut d'ailleurs situer le contexte de ces discussions. Vous savez, en d'autres circonstances, il aurait peut-être suffi d'un accord de l'État, d'un engagement des pouvoirs publics pour mettre fin à la grève. Mais compte tenu de la crise de confiance, il y a beaucoup de raisons qu'on n'aura pas le temps d'énumérer ici. Les syndicats estiment qu'un accord et un engagement ne suffisent pas pour mettre fin à la grève. Comme on dit, il faut des actes. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce matin, oui, ce matin, j'écoute un homme, en fait, qui n'a plus de solution. Franchement parlant, monsieur le ministre. On dit Tibou partout, un fin négociateur, vous avez été en Gambie, vous avez fait pas mal de choses, mais cette situation, honnêtement parlant, de vous à moi, ça vous échappe, en fait. Non, je ne dirais pas que la situation m'échappe, mais il faut dire simplement que mais comment est-ce possible? Notre intervention est arrivée dans un contexte un peu difficile que j'étais en train de vous décrire. D'abord, il y avait une crise de confiance qui ne permet pas de prendre des engagements. Mais c'est ce que je dis. Mais vous avez été quand même sur le terrain bien avant, monsieur le ministre. Quand on traitait ces syndicalistes de diable, vous avez été les voir, que ça plaise ou pas. Hein, disons les choses, c'est important. Comment est-ce possible aujourd'hui qu'Aboubacar Souma ne peut pas vous faire confiance, vous particulièrement, parce que on apprend qu'il y a même un renforcement, parce qu'il y a Gabi, Gassama Gabi qu'on a envoyé pour renforcer un petit peu cette équipe. Qu'est-ce qui se passe, Tibou Camara? Dites-nous la vérité, c'est important. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je suis en train de vous expliquer que je ne dirais pas que c'était une mission impossible dans le contexte que je vous ai décrit, mais j'étais conscient dès le départ qu'il y avait des difficultés réelles qui n'auraient pas permis de parvenir. En clair, vous nous avouez ce matin que c'est une mission impossible. Vous comprendrez mieux, peut-être que ça vous évitera de poser d'autres questions. Allez-y. Donc le contexte explique aujourd'hui la difficulté à aller vers une solution. Ce n'est pas l'incapacité de l'équipe de médiation ou la mauvaise foi de la partie qui est en face nécessairement qui sont en cause. Je viens de dire que dans les négociations, vous pouvez donner votre parole d'honneur, ça suffit généralement pour mettre fin à une crise. Mais dans ces conditions, les syndicats, vous venez d'entendre Aboubacar Souma, estiment qu'ils ont patienté pendant longtemps, que beaucoup d'engagements ont été pris, de son point de vue, qui n'auraient pas été respectés. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas se contenter de la parole ou de l'engagement de l'un d'entre nous pour mettre fin à la grève. La deuxième chose, c'est que sur les 30% dont nous avons proposé l'échelonnement, pour lesquels nous sommes d'accord de faire des efforts, ils estiment que c'est maintenant qu'il faut leur donner cet argent. Lui-même vient de préciser que pour l'ensemble des travailleurs, c'est 51 milliards par mois. Donc si vous le calculez sur l'année, nous sommes pratiquement à 600 milliards qui n'étaient pas inscrits et prévus dans le budget. Et ça, il s'agit de l'ensemble des travailleurs. Et il a aussi proposé que cette augmentation, à la limite, si c'était insupportable pour l'État, ne concerne que le secteur de l'éducation, ce qui est tout à fait légitime. Mais vous le savez, une fois que vous faites cela, bien que je comprenne le bien fondé par rapport à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, vous ouvrez une espèce de boîte de Pandore, puisque les autres catégories professionnelles pourraient s'engouffrer dans la brèche pour aussi demander des augmentations. C'est pourquoi, aussi bien pour résoudre la crise présente que pour prévenir celle à venir, on a dit d'accord, il faut aller à une trêve pour créer les conditions d'avoir les ressources pour justement satisfaire chacune des revendications légitimes exprimées aujourd'hui par les différentes organisations sociales. Donc moi je pense que c'est un partenariat que nous demandons. Ce n'est pas un refus de faire face aux revendications. Cela ne serait pas responsable et possible de la part de l'État. Mais face à la difficulté de le faire, nous demandons la compréhension de nos partenaires,
Et moi, je suis convaincu qu'on finira bien par se comprendre. Bien. Mafoudi Abangoura. Alors, Monsieur Thibou, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'il n'y avait pas cette crise de confiance, on aurait déjà résolu ce problème? Parce que quand on se souvient, il y a eu les 2 mois de trêve. On a quand même en face un président de la République qui promet qu'il va s'engager, mais à la fin, qui ne dit rien et semble vouloir berner les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le véritable problème? Dans ce cas, qu'est-ce qui garantit que si les syndicats, comme le souhaitent les autres, acceptaient de bouger un peu, qu'est-ce qui garantit que, comme vous le promettez, vous allez aller au bout de ce que vous promettez et qu'ils auront ce qu'ils réclament aujourd'hui? Madame, je suis parfaitement d'accord avec vous. Seulement, comme j'ai eu à le dire à beaucoup de nos interlocuteurs, depuis le début de cette crise, c'est une succession de malentendus. C'est vrai qu'il y a des engagements qui ont été pris, mais est-ce que le chef de l'État avait été consulté avant? Est-ce que, une fois que les engagements ont été pris, il y en a été fait le compte rendu? Manifestement, non. Puisque lui-même l'a dit devant eux qu'il n'a pas eu la bonne information sur cette question, ce qui ne lui a pas permis nécessairement de prendre les décisions pertinentes et opportunes. Il l'a dit publiquement et il l'a dit en face d'eux. Donc, il n'y a pas eu, à mon avis, une communication réelle entre ce qu'on a pu dire aux syndicats avec M. Aboubakar Souma et ce qu'on a dit au chef de l'État. Donc, on ne peut pas dire à ce stade que c'est lui-même qui n'a pas respecté son engagement puisqu'il n'en a pas pris. En tout cas, c'est ce qu'il dit et je n'ai aucune raison de douter de sa parole. Bien. Surtout quand on voit comment la crise a évolué par la suite. Monsieur Thibou Camara, merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas, bon courage surtout. C'est très important parce que vous avez fait vos preuves. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et il faut se dire qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Et qu'entre Guinéens, on finira toujours par trouver une solution, quel que soit le temps. Ce n'est pas une course contre la montre. L'essentiel, c'est de bien faire les choses et à temps. Et j'appelle M. Aboubakar Souma à poursuivre l'effort de discussion. Je pense qu'il n'y a pas d'ultimatum à discuter et à se mettre autour de la table. Si on avait cette solution, il y a longtemps qu'on l'aurait déjà donné pour éviter au pays ce qu'il vit aujourd'hui. Et je termine par dire de faire confiance au chef de l'État, comme il leur a demandé, solennellement face à la nation, et le temps dira s'ils ont eu raison ou tort. Bien. Voyez-vous, quand je parle des vrais gens, les Aboubakar Souma sont des vrais gens, parce qu'ils connaissent qu'il a créé, voyez-vous. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez, la demande sociale dans notre pays est réelle et le chef de l'État, en parlant de sa détermination à lutter contre l'impunité, contre la gabegie, parce qu'on l'oublie très souvent, c'est aussi une demande sociale, en dehors des revendications que les uns et les autres font pour leurs conditions de vie. L'amélioration de la gouvernance économique et politique est également une exigence morale, intellectuelle et politique, et sans doute, si cela est fait, la compréhension régnera davantage au sein des populations parce que ce que nous souhaitons tous, c'est que les sacrifices soient communs, les efforts soient partagés et que les richesses, lorsqu'elles sont créées, soient équitablement réparties. Ouais. Thibou Camara. Difficile de vous lâcher, honnêtement. Allez-y, Moussa. C'est pourquoi, monsieur le ministre, est-ce que vous convenez avec nous que si au début de cette crise, les ministères sectoriels n'avaient pas banalisé les syndicalistes de l'enseignement, nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, vous vous efforcez, vous êtes au four et moulin, les semelles de vos souliers finiront par être complètement gommées parce que ces ministères sectoriels n'ont pas pu jouer le rôle d'alerte, le rôle de règlement déjà très très vite de la crise. Est-ce que vous payez pour leur inaction ou leur fourberie, en quelque sorte? Et aussi, la deuxième question que j'aimerais placer, c'est est-ce que vous avez proposé aux syndicalistes de raccourcir l'échelonnement de ces 30%-là? Parce que sur 2 ans, certains bruits de couloir me disent au niveau des syndicats que c'est assez long. Est-ce que vous leur avez proposé, par exemple, de raccourcir tout cela? Je voudrais d'abord vous dire qu'on pourrait même faire mieux. Encore une fois de plus, tout dépend du moment. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et je souscris pleinement à cela, nous sommes dans l'incapacité de trouver une solution telle que voulue par les syndicats. Cela doit être clair dans l'esprit de tout le monde. L'État aujourd'hui est incapable, dans l'état de sa trésorerie, de faire face aux 30% et immédiatement. Par contre, la volonté politique d'y faire face ne souffre de l'ombre d'aucun doute. Nous sollicitons un échelonnement. Et si la situation s'améliore,
comme nous l'espérons et nous le souhaitons, si les conditions, comme l'a indiqué le chef d'État, sont créées, il n'y a pas de raison que la richesse qui est créée ou la prospérité issue de cela ne soit repartie équitablement entre ceux qui s'investissent pour que ce pays aille de l'avant, notamment dans le secteur très sensible et noble de l'éducation nationale. Vous savez, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la liberté de conscience et exprime avec toujours la force requise des convictions. Pour répondre très clairement à votre question, dans la gestion de ce problème, il y a eu une mauvaise gestion de ce problème. Ouais. Donc nous payons aujourd'hui le prix Ouais. et souffrons des conséquences malheureuses. Dès le début, le problème a été mal géré. Bien. Et d'une manière plus générale, Ouais. il faut régler le problème de coordination Ouais. au sein du pouvoir de manière à ce que, lorsqu'un problème est posé, qu'on en discute. Que chacun ensemble, joue sa partition, c'est important. Voilà. Consensuelle, et qu'ensemble nous trouvions des solutions. Ouais. On ne peut pas se comporter dans la majorité comme dans une équipe de rivaux ou d'adversaires. Mais c'est ça le cas, hein. C'est ça le cas chez vous, hein, monsieur Tibou Camara. Voilà. Nous sommes dans une majorité, mais nous nous comportons comme dans une équipe de rivaux et d'adversaires. Oula. Ça n'est pas possible. Eh ben. Il faut que nous allions de l'avant Ouais. et que nous comprenions que chacun a sa place Ouais. et dans le rôle qui lui est confié, Ouais. œuvre pour la même cause Ouais. qui est celle de l'unité au sein du pouvoir Ouais. et de l'efficacité de l'action publique au service des populations. Bien. C'est à cela que chacun de nous sera jugé. C'est pas dans un one-man show personnel ou dans un honneur. Non mais attendez, personnel. on va pas laisser Chacun passer de ça, nous on va pas laisser peut, passer ça, monsieur Tibou. s'imposer On ne dans peut l'opinion, pas dans la laisser conscience. passer ça, on C'est peut pas. impossible. Vous avez gros sur le cœur. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? On sait que vous êtes une grande gueule, parce qu'à rentrer comme ça, dire ouais mais on n'est pas des rivaux, je ne sais quoi exactement. Qu'est-ce qui se passe, Tibou Camara? Vous n'avez pas tout dit ce matin. Oui, oui. Gouvernementale, Ouais. de solidarité entre les responsables publics face aux problèmes de la nation. C'est aussi simple que ça. Mais si on considère que la réussite des uns, c'est l'échec des autres, on n'ira nulle part. Donc c'est ce qui se passe en fait maintenant. Vous êtes considéré un petit peu comme, allez, la bête noire, hein, l'homme qu'il faut abattre. Non, moi je ne pose jamais les problèmes en termes de personnes. Et puis Mais moi, non, c'est pas une question de je personne. suis Je parle de ministre. Voilà, je parle du ministre Tibou. Pas monsieur Tibou Camara. Je parle pas dans ce sens. Non, moi ce que je voulais dire, encore j'insiste, c'est que lorsqu'un problème est posé, le minimum c'est de se concerter. Bien. Et ensuite d'envisager une solution que chacun partage et pour laquelle nous allons tous nous battre. Bien. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, ce n'est pas que l'affaire d'un ministre en particulier, ce n'est même pas... c'est la Guinée en avant, la Guinée en avant. C'est l'affaire de la Guinée vous-même. Voilà. Je vous ai entendu, vous êtes des journalistes, vous êtes privés, vous avez toute la liberté liée à votre statut et à vos fonctions, mais j'ai senti, et ça je m'en réjouis en tant que patriote, que vous êtes interpellé par la situation. Et les questions que vous posez montrent vraiment cette volonté de trouver une solution à un problème qui nous interpelle tous. Alors, qu'en sera-t-il de ceux qui ont à charge justement de régler les problèmes? C'est pourquoi, moi personnellement, j'ai énormément aimé le fait que le chef de l'État ait dit qu'il a vocation à être à l'écoute de son peuple. Parce que c'est cela qui peut aider à construire la démocratie, mais aussi à protéger le régime d'erreur de jugement. Être à l'écoute de son peuple, c'est essentiel. Et aussi, trouver des solutions aux problèmes du pays. C'est ce qui donne la légitimité. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Tibou Camara. Grand merci. Il y a beaucoup de réactions ce matin. Des gens qui disent qu'il est victime de son succès. Entre autres, Abdoulaye Keïta. Merci beaucoup, monsieur Tibou Camara. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ici, pas de politiquement correct.